Donc l'égalité femmes-hommes est nécessairement comprise dans nos préoccupations et en particulier dans les partenariats que nous avons avec le mouvement sportif. Et j'en dirai un mot tout à l'heure. On peut d'ailleurs considérer que notre niveau d'incitation et surtout l'écoute que nous pouvons avoir sont aujourd'hui insuffisants ou en tous les cas perfectibles. Il y a manifestement une marge de progression. Donc, dans ce secteur, s'agissant de l'égalité femmes-hommes, comme dans d'autres secteurs, il y a des inégalités persistantes et des résistances. Et à ce propos, pour avoir un diagnostic plus précis et pouvoir traiter de la question de façon objective, j'ai demandé à l'Institut régional de développement du sport, qui est rattaché à l'IAURIF, notre institut d'aménagement et d'urbanisme régional, je lui ai demandé de lancer une étude importante sur les pratiques sportives des franciliens et de prendre en considération le point de la pratique femmes-hommes. Donc cette étude est intéressante. Nous en avons aujourd'hui la première production, puisque l'Institut a été créé il y a 18 mois. Mais cette étude va être renouvelée et cela nous permettra de suivre les évolutions des indicateurs. Alors, sur ces premières conclusions, on constate d'abord que pour la pratique d'un sport au sens large, pratique libre ou encadrée, il y a une parité parfaite de pratiquants entre les hommes et les femmes. Donc vous voyez, ça va peut-être à l'encontre d'idées reçues que nous pouvons avoir. En fait, les disparités ou les inégalités dans les pratiques sportives tiennent beaucoup plus à l'âge ou au niveau d'études. Donc le critère homme-femme n'est pas discriminant dans la pratique d'un sport. Il ne l'est pas quand ce sport est dit libre, c'est-à-dire quand sa pratique est souple et ne nécessite pas un engagement dans une association. Mais par contre, au niveau des pratiques encadrées, la disparité homme-femme, là, devient importante. Or, on sait que c'est dans la pratique encadrée que sont promues par les instances du mouvement sportif, éducateurs, clubs, ligues ou comités, les valeurs sociales du sport, au premier rang desquelles l'égalité et l'apprentissage des valeurs collectives. Donc, on peut imaginer que le fait qu'il y ait beaucoup moins de femmes que d'hommes dans ces pratiques encadrées n'est pas sans effet sur les représentations qui peuvent se transmettre culturellement. Et donc, cela pose bien sûr, parce qu'il y a un effet d'entraînement, la question de l'accueil des jeunes filles dans les clubs dits officiels ou affiliés à une fédération reste posée. La surpondération masculine dans les pratiques encadrées est-elle une des raisons qui pourrait expliquer que le haut niveau et la médiatisation du sport se focalise naturellement bien davantage sur le sport masculin, même si aujourd'hui il y a des évolutions. Et cela est certainement également à voir avec la difficulté en tous les cas, le faible nombre de femmes dirigeantes dans le sport, dans nombre de fédérations ou de comités. Ce n'est pas le cas dans toutes les fédérations, mais je pourrais même, si je vais prendre un sport particulier, le golf, qui est un sport parfaitement mixte. On peut concourir femmes et hommes, sans forcément qu'il y ait de distinction fondée sur le genre. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'enseignantes femmes dans cette pratique, il y a des championnes femmes, et quand on arrive au niveau des instances dirigeantes, elles sont rarissimes. Donc ça pose, si vous voulez, c'est une pratique, quand on observe dans ce sport la réalité, on s'aperçoit qu'entre la pratique, entre la façon dont la règle du jeu qui permet aux femmes et aux hommes de concourir ensemble et l'accès aux responsabilités, il y a un écart considérable que d'aucuns expliquent par le manque de motivation, mais ce n'est certainement pas une explication suffisante.
Donc, en tant que conseil régional d'Île-de-France, dans la mesure où nous apportons notre soutien au mouvement sportif dans le cadre de conventions passées avec 71 ligues et comités d'Île-de-France, nous avons inscrit parmi les champs d'intervention prioritaires le développement de la pratique féminine. Mais inscrire n'est pas suffisant, encore faut-il qu'il y ait un écho du côté du mouvement sportif. Et force est de constater que même si les choses évoluent, ce n'est pas un vecteur d'action qui nous est spontanément et fortement opposé. En 3 ans, 210 000 € ont été consacrés à des actions relevant de cette thématique. C'est certainement beaucoup moins que pour d'autres actions dites prioritaires. Aujourd'hui, puisque nous sommes au seuil d'une nouvelle génération de conventions avec l'Olympiade, nous allons bien sûr mettre l'accent sur notre attente de projets et d'actions permettant de valoriser les pratiques féminines, de conduire également les femmes à des responsabilités de dirigeantes dans le mouvement sportif. Alors il y a quand même des signes qui sont intéressants et qui sont positifs, où nous avons eu les championnats du monde de hand récemment. Vous avez sans doute, peut-être pour certaines d'entre vous, vu l'affiche qui alliait, qui était qu'on peut considérer comme sexiste, mais qui a moins mis l'accent, qui a été lisible à travers à la fois un ballon et puis une chaussure féminine. Mais toujours est-il qu'il faut, il me semble, bien dire que la fédération a décidé de promouvoir au même niveau son équipe masculine et son équipe féminine, tant en termes d'encadrement que de promotion de son équipe. Voilà, donc nous sommes à mi-chemin sur un chemin difficile. Le 2 juillet, à Vertorcy, le comité régional olympique et sportif d'Île-de-France, sous l'impulsion d'Evelyne Siriégi, je ne sais pas si elle est là, met en place l'opération Sport en filles, qui permet à de très nombreuses jeunes filles issues des quartiers de venir découvrir des activités sportives sur la base de Vertorcy. Donc c'est aussi une occasion intéressante parce qu'on s'aperçoit que lorsqu'on fait le suivi de ces jeunes filles, on s'aperçoit qu'ensuite, pour un certain nombre d'entre elles, elles adhèrent à des associations. Donc il y a quelques signes positifs et qui vont dans le bon sens, mais je pense qu'il faut beaucoup de volonté politique, un travail à la fois dans les associations, à travers une action militante, à travers votre institut, pour faire évoluer une conception qui n'évolue que lentement et parfois à travers, on va dire, des aspects assez superficiels. Quand on entend parler, par exemple, je vais prendre Laure Manodou, à travers, on en entend parler certainement à travers ses prouesses, aussi à travers, on va dire, son physique assez exceptionnel, mais ce n'est pas pour autant qu'on entend forcément parler de ce que la natation peut apporter à des jeunes filles en termes d'autonomie, d'épanouissement, de valeurs éducatives, de dépassement de soi. Et on est toujours dans ce dilemme peut-être avec une tendance peut-être à accrocher quelques effets paillettes avant de prendre en considération les aspects éducatifs et de poser le droit à la pratique sportive comme un droit élémentaire pour les jeunes filles, au même titre que l'apprentissage des autres disciplines. Et je dirais que là, à mon sens, nous sommes encore en retard. Oui, je vais essayer de vous parler de l'Institut Émilie du Châtelet sans redire ce qui a déjà été dit les lundis d'avant. Ça va peut-être être un peu difficile, donc il y aura sans doute un peu de redite. Pour les gens qui sont déjà là, à l'avance, je m'en excuse. Pour ceux qui ne sont pas là, ça fera un petit peu d'informations. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter la bienvenue, moi aussi, au nom de l'Institut Émilie du Châtelet. Je voulais vous remercier aussi d'assister de manière aussi nombreuse à ces demi-journées d'assises de l'IEC. Ça nous fait très plaisir, ça nous conforte dans l'idée que vraiment, il faut qu'on ait cette interaction recherche-société civile. Je voudrais pas être trop longue, donc je veux vous présenter brièvement l'IEC. Donc comme vous
peut-être certains d'entre vous le savent déjà, c'est une fédération de recherche qui regroupe 10 institutions de la région Île-de-France, qui s'est constituée, donc, cette fédération de recherche en 2006, après de nombreuses réunions pendant plus d'1 an d'un groupe de travail qui donc avait été confié, d'un groupe d'experts, je dirais plutôt d'un groupe d'experts de la problématique du genre, qui avait donc été confié par le vice-président à la recherche que vous avez déjà vu, Marc Lipinski, à Eliane Viennot, qui a donc constitué un groupe ad hoc. J'ai eu la curiosité, donc, et cette problématique du genre a donc été en 2006 labellisée par la région comme domaine d'intérêt majeur. J'ai eu la curiosité il n'y a pas longtemps d'aller regarder combien il y avait de domaines d'intérêt majeur pour la région. J'ai vu qu'il y en avait 14 et ce qui m'a intéressé, donc 14 thématiques qui sont considérées comme prioritaires pour la recherche en Île-de-France. Donc déjà, je pense que on peut être fier de représenter une de ces thématiques, et d'autant plus fier, je pense, que les thématiques sont assez diversifiées, mais il faut bien le dire, elles sont plutôt des sciences dures, hein, ça va de la cancérologie, j'ai noté, la cancérologie donc qui parle à tout le monde, ensuite et aux agrosciences et écologie des territoires et de l'alimentation, en passant par les atomes ultra-froids. Personnellement, j'aime beaucoup les atomes ultra-froids parce que j'ai strictement aucune idée de ce que ça peut être, et les sciences économiques. Donc c'est vraiment, je crois que on est bien entouré avec notre problématique du genre au milieu de l'ensemble de ces autres problématiques. Je crois aussi que d'une certaine façon, ça constitue, enfin cette labellisation en DIM constitue pour nous une reconnaissance institutionnelle, ce qui est bien, et surtout aussi, je crois que ça représente une reconnaissance de la pluridisciplinarité. Je crois que je vais essayer ou de l'interdisciplinarité de ce champ d'études, qui rentre justement dans un par sa problématique elle-même est pluridisciplinaire, mais je crois que cet institut, l'IEC, a justement cette vocation pluridisciplinaire, et c'est peut-être un peu là-dessus que je voudrais insister dans les 2 ou 5 autres prochaines minutes. Tout d'abord, je vais quand même revenir sur la structure de l'IEC. Donc, sur le plan des instances, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 10 institutions de recherche franciliennes qui participent à cet Institut Émilie du Châtelet. Ce n'est pas évidemment l'entièreté des institutions de la région Île-de-France qui travaillent sur la problématique du genre, mais c'est bon nombre de ces institutions. Je ne les citerai pas toutes, je citerai simplement le fait qu'on est notre structure chef de file, comme on dit, c'est le Muséum national d'histoire naturelle, et qui nous héberge au Musée de l'Homme pour l'instant. Les autres institutions allant d'universités, de plusieurs universités, à des organismes de recherche stricto sensu comme le CNRS ou l'INED, ou des fonds la Sciences Po, enfin, donc une dizaine 10 institutions précisément. Il est géré, il y a 3 comités pour faire marcher cet institut. Un comité de direction qui est constitué de 12 membres, dont 10 font partie des parties prenantes et 2 sont des personnalités extérieures, il est présidé par Françoise Barret-Ducrot, que vous avez déjà vu pour ceux qui étaient aux sessions précédentes et qui est dans la salle. Un conseil scientifique, donc, qui est constitué de 29 membres, chercheuses et chercheurs, qui représentent l'entièreté. Ce conseil scientifique a été constitué sur la base de la discipline et non sur la base des personnes représentant une discipline, en essayant d'avoir un panel le plus large possible des disciplines représentées, puisque comme je vous le disais, nous avons vocation à être pluri- et interdisciplinaires. Et puis ce conseil scientifique donc est présidé par Geneviève Fraisse, et une de ses fonctions est d'attribuer des allocations doctorales et postdoctorales. Je reviendrai 2 minutes là-dessus à cette brève présentation. Et enfin, il y a un conseil d'orientation, donc comme vous le savez, est destiné à lui faire l'interface, qui est une instance consultative de rencontre et de réflexion entre le monde de la recherche et le monde citoyen. Voilà, je lis nos statuts, comme ça je ne me trompe pas, composé de personnalités du monde associatif, politique, syndical, de l'entreprise, de la recherche et de la diffusion de l'information scientifique. Et comme son nom l'indique, c'est une instance qui permet la rencontre et la réflexion, et c'est vrai que ces assises sont destinées
notamment à être prise en charge par ce conseil d'orientation. Sa présidente est Josiane Gontier, qui travaille à l'Agence de la francophonie. Je voudrais donc juste encore une fois dire que nous sommes hébergés au musée de l'Homme et nous sommes hébergés dans un département qui s'appelle du Muséum national d'histoire naturelle, qui s'appelle Homme, Nature, Société. Et je crois que ce département reflète assez bien, même si c'est un peu si c'est grâce à, je laisserai à Evelyne Père, qui sera à ma place la semaine prochaine, d'ailleurs le SWAN présenté peut-être, et le département et notre intégration dans ce département. Mais je crois que son titre, à lui tout seul, représente bien ce que nous voulons promouvoir, c'est-à-dire les relations entre des biologistes, enfin de la notion de sexe, ce qui apparaît dans le sous-titre de l'Institut Émilie du Châtelet, qui s'appelle pour le développement des recherches et la diffusion des recherches sur les femmes, le sexe et le genre, et ce que nous voulons promouvoir. Juste une demi-seconde encore sur justement une des choses que nous, peut-être, je sais pas si, peut-être vous en avez déjà entendu parler, mais il me semble que c'est un des événements importants une de nos missions importantes, c'est d'attribuer des allocations, parce que je pense que ces allocations sont aussi un moyen d'interpénétrer à la fois le monde de la recherche, mais la société en général. Des allocations de doctorants et de post-doctorants sont un moyen de mettre en avant et de promouvoir les recherches sur le genre. Je dois dire que moi-même, je suis biologiste et je suis très contente quand je vois que une partie faible, j'ai fait le calcul, en 2007, il y avait 8% des demandes sur les 110 demandes que nous avons eues d'allocation doctorale et postdoctorale, il y avait 8% de demandes qui provenaient de la biologie. Donc, et de diverses, la biologie étant diverse elle-même, de divers domaines de la biologie. Donc, c'est pas très fort, évidemment, les demandes sont encore le plus souvent dans divers domaines des sciences humaines et sociales, mais quand même, je ne peux que me réjouir de ça montre, à mon avis, la vitalité du champ d'études. Voilà. Je crois d'ailleurs que nous avons tout à gagner à pénétrer un maximum de champs à la fois de la société et de la recherche pour faire reculer les inégalités et notamment en ce qui concerne, je finirai là-dessus, en ce qui concerne le sexe et le genre, de mieux décrypter qu'est-ce qui dans la notion de sexe biologique et de ce qu'elle renvoie à la nature sert encore à justifier les inégalités de genre. Je crois qu'on n'en a pas fini avec cette problématique-là et je me réjouis à ce titre d'ouvrir une session, et je finirai là-dessus, qui va parler du corps, et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur la notion de corps à la fois biologique et genré. Voilà, je vous remercie.